Bienvenue. Pour beaucoup, le nom de Neihu à Taipei, ça évoque une seule image, hein. Des tours de verre, des parcs technologiques. La modernité taïwanaise, le cœur battant de l'économie. Exactement. Mais les sources qu'on a ici, elles racontent une toute autre histoire. Si on gratte un peu cette surface high-tech, on trouve une histoire de pierre, de feu, d'eau. C'est tout après ça. On va explorer 5 récits qui, en fait, révèlent l'âme cachée de ce quartier. Rien que le nom Neihu, ça veut dire lac intérieur. C'est déjà un indice sur la géographie. Oui, mais un nom encore plus ancien, Jiantou, tête de canal d'irrigation, ça nous plonge dans une époque où la maîtrise de l'eau, c'était la clé de la survie. C'est un vrai voyage dans le temps. On part des fondations physiques de Taipei jusqu'à une coexistence écologique très très moderne. Alors commençons par le tout début, par la matière première, par les pierres qui ont littéralement bâti la ville. Oui, D'où viennent les murs de la vieille ville de Taipei, de la dynastie Qing? J'étais surpris d'apprendre que la réponse, elle est dans les montagnes de Neihu. c'est en effet le point de départ de tout. La carrière du mont Jinmian à Neihu, c'est l'unique carrière de Taïwan à être classée site historique. Ah oui, Oui, spécifiquement pour son rôle dans la construction des remparts de Taipei. La pierre qu'on y trouvait, l'andésite, était d'une qualité exceptionnelle, et l'exploitation était immense, j'imagine. colossale. Elle s'étendait de la montagne d'Ashi, qui veut dire grande pierre, jusqu'au sommet du mont Dajinmian, Et quand on lit sur le processus, l'effort semble... herculéen. On parle de faire glisser des blocs de pierre énormes le long de rampes. Oui, des rampes aménagées à flanc montagne dont on voit encore les traces aujourd'hui. Incroyable. Et après, il fallait les charger sur des bateaux pour un long trajet sur la rivière Kelong. C'est un travail de titan, quoi. Un effort colossal, absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est que la vie de ces pierres, elle s'arrête pas là. C'est-à-dire? Quand les Japonais ont démantelé les murs pour moderniser la ville, ces pierres, elles n'ont pas été jetées. Elles ont été recyclées. Elles ont eu une seconde vie. Exactement. C'est cette idée de réincarnation urbaine qui est géniale. On peut donc marcher dans Taipei aujourd'hui et littéralement croiser ces pierres sans le savoir. Tout à fait. Elles forment les fondations de bâtiments publics, comme l'hôpital universitaire de Taïwan, les murs de soutènement des égouts. Et même des maisons privées, j'ai lu. Oui, même les murs de maisons privées. Chaque pierre est un fragment d'histoire qui a voyagé à travers la ville. Alors si on veut voir ça de plus près, se connecter à cette histoire... Il y a un endroit parfait pour ça. C'est le sentier du mont Jinmian. D'accord. Il ne fait pas que mener aux ruines de la carrière, il est l'histoire lui-même. Le nom Jinmian, ou visage doré, ça vient des dépôts de quartz dans la roche qui brillent au soleil. C'est une randonnée qui mélange archéologie industrielle et... Et un spectacle naturel incroyable. On peut encore voir les marques de forage dans la roche, imaginer le bruit, la sueur des ouvriers, Et la récompense au sommet, c'est la vue. une vue panoramique sur tout le bassin de Taipei. Et là, on comprend physiquement, visuellement, le lien entre cette montagne et la ville qu'elle a aidé à construire. C'est très puissant. C'est fou de penser que les fondations physiques de la ville viennent de là. Mais une ville, c'est pas que des pierres. C'est aussi un esprit, des traditions. Est-ce qu'on retrouve cette même force brute dans les traditions de Neihu? Oh, plus que de l'intensité, on parle carrément d'une explosion. Ah oui. Chaque année, pour la fête des lanternes, le quartier s'embrase. C'est le festival centenaire Yenao Tudigong. Ce qui se traduit par... Taquiner le dieu de la terre. J'adore l'expression. Taquiner un dieu avec des pétards, ça me paraît assez audacieux. C'est une scène incroyable. Les habitants lancent des murs entiers de pétards directement sur le palanquin qui transporte la statue du dieu. Directement dessus? Oui, la croyance est simple, plus l'explosion est forte, plus l'année sera prospère. L'intensité est telle que le palanquin lui-même, il doit être en métal renforcé pour survivre. On est loin des défilés bien ordonnés, là. C'est une ferveur populaire à l'état pur. C'est exactement ça. Une ferveur qui échappe à la logique moderne. Et d'ailleurs, derrière le bruit, il y a une autre coutume, plus calme mais tout aussi fascinante. Laquelle? Le kyugui, ou demander la tortue. Une tortue? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? La tortue, c'est un symbole de longévité, de bonne fortune. Les fidèles demandent aux dieux la permission de ramener chez eux des pâtisseries en forme de tortue. D'accord. Mais ce n'est pas un simple cadeau. Il y a une règle d'or. L'année suivante, la personne qui a reçu la tortue doit en rapporter le double au temple. Ah, c'est un système génial. Oui, ça crée un cycle vertueux de bénédiction. La bonne fortune n'est pas juste reçue, elle est partagée et amplifiée pour toute la communauté. C'est un mécanisme de générosité intégré au rituel. Voilà. Et pour ceux qui voudraient voir le cœur de cette tradition, même en dehors de la folie du festival, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller au temple Jiantou Fude, Senuchin Pépite,
caché dans une ruelle juste derrière la station de métro Naïrou. La plupart du temps, c'est un havre de paix. Et pendant le festival? Ça devient l'épicentre. Il y a des spectacles de marionnettes traditionnelles, des banquets de rue. C'est une immersion totale. On a parlé du feu des traditions, mais Naïrou a aussi connu le feu de l'industrie, son passé minier. C'est un chapitre beaucoup moins connu, je trouve. Oui, et c'est une transition clé pour comprendre le quartier. La mine de charbon de Sinfu, par exemple, a tourné pendant presque 40 ans, jusqu'en 1986. Et son déclin dans les années 80, c'est ça qui a marqué le tournant? Exactement. Il y a eu une série de catastrophes minières terribles à Taïwan, et ça a sonné le glas de cette industrie. C'est pile à ce moment-là que Naïou a commencé sa mutation vers l'économie du savoir. Et ce qui est marquant, c'est ce qu'on peut voir sur place aujourd'hui. En se promenant sur le sentier de Biou, on ne trouve pas un musée, on tombe sur les ruines. C'est ça, l'entrée du tunnel, des rails qui mènent nulle part, des wagonnets rouillés. C'est très brut, dévoré par la végétation. Et juste à côté de ces vestiges industriels, il y a autre chose. L'imposant et magnifique temple ancestral de la famille Ye. Cette juxtaposition est d'une puissance. Incroyable, n'est-ce pas Sam? Expliquez-nous pourquoi ce temple est là. C'est une histoire en soi. Ce temple se trouvait à l'origine dans une zone plus animée, mais la famille a décidé de le déplacer, pierre par pierre, jusqu'à cet endroit plus reculé. Pour fuir le bruit et l'agitation. Justement, il est venu chercher le calme et il s'est retrouvé voisin des fantômes d'une industrie disparue. Et cette image, pour vous, elle définit Naïrou? Pour moi, complètement. D'un côté, la tradition qui cherche le silence, de l'autre, les ruines d'une modernité industrielle qui s'efface. Le passé et le présent qui coexistent dans le paysage. Donc la pépite ici, c'est ce sentier de Biehou lui-même. Oui, et les ruines de la mine Sinfu Benkeng. C'est un lieu qui raconte une histoire de guérison. On voit la nature reprendre ses droits sur les cicatrices. La mousse qui recouvre les rails. Les arbres qui poussent à travers les vieilles structures. C'est une randonnée facile, mais qui est aussi une forme de méditation sur la résilience du monde naturel. De l'histoire ouvrière de la mine, on passe à un tout autre milieu, celui de l'élite de l'époque. Les sources parlent d'un trésor architectural, la demeure rouge de la famille Keo. Absolument. Construite en 1917, c'était la résidence du tout premier chef du village de Neayu, un poste très important. C'est un manoir en briques rouges, un mélange de styles assez fascinant. Oui, de l'extérieur, on a une architecture occidentale d'inspiration baroque très à la mode. Mais le plan intérieur, c'est celui d'une cour traditionnelle taïwanaise en forme de U. Un dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et ce bâtiment a aussi un rôle de mémorial, c'est ça aussi. Oui, il sert de mémorial à Guo Ziye, un général illustre de la dynastie Tang, un ancêtre de la famille. Ça montre bien leur attachement à leurs racines chinoises, même en adoptant des codes modernes. En lisant les sources, je suis tombé sur un détail architectural qui m'a sidéré. Ces fameuses briques transparentes au sol. C'est presque un dispositif de surveillance. C'est un détail extraordinaire. À l'origine, le sol du hall, au deuxième étage, était incrusté de ces briques de verre. Et ça permettait quoi exactement? Ça permettait aux maîtres de maison, depuis l'étage, d'observer discrètement les visiteurs qui arrivaient en bas avant même de décider de les recevoir. Une sorte de Judas de plancher, en somme. C'est un peu ça. Une manière d'affirmer son statut et de contrôler l'accès à sa personne. Mais cette caractéristique n'a pas duré? Non. Et la raison est tout aussi révélatrice. On a fini par remplacer le verre transparent par du verre dépoli. Pourquoi? Par pudeur, les femmes de la famille portaient des jupes et il n'était pas convenable qu'on puisse voir leurs jambes depuis le rez-de-chaussée. C'est fou, ce petit détail illustre parfaitement le conflit entre une innovation architecturale et les conventions sociales de l'époque. Exactement. La pépite ici est donc évidente, c'est la demeure rouge elle-même, près de la station de métro Wende, Et pour une expérience complète, juste à côté, il y a le parc Birou, qui était... l'ancien grand lac d'irrigation de la région. C'est un itinéraire parfait qui lie en une seule balade l'histoire d'une famille, une architecture unique et le paysage qui a façonné toute l'économie locale. Ce qui nous ramène à l'eau. On a commencé avec le nom Jiangtu, la tête de canal, une vision de l'eau comme ressource à contrôler. J'imagine que ça a radicalement changé. La philosophie a complètement basculé. On est passé du contrôle à la coexistence. Et le meilleur exemple de ça, c'est quoi? Ça aurait pu être un grand trou en béton. Mais ce n'est pas du tout ça d'après les descriptions. Loin de là. Dès le début, la priorité absolue a été donnée à la protection de l'habitat naturel. Les concepteurs ont réalisé que ce lieu abritait un tiers de toutes les espèces de libellules de Taïwan. Un tiers? C'est énorme. C'est énorme. Du coup, ils ont fait de la libellule le thème central du parc.
Et au cœur de ce parc, il y a cette structure, le Tianning Cottage. Une véritable œuvre d'art écologique. C'est une cabane construite avec du bois local, issu d'une gestion durable de la forêt. Elle a un toit en cuivre rouge, des mosaïques en verre faites à la main qui représentent des ailes de libellules. C'est incroyable. C'est un symbole de ce qu'on peut faire quand l'ingénierie, l'écologie et l'art travaillent ensemble. On passe d'une vision purement utilitaire à une vision intégrée où l'humain et la nature collaborent. Voilà. Ça montre qu'une infrastructure nécessaire n'a pas besoin d'être laide ou stérile. Elle peut devenir un sanctuaire de biodiversité. Et un lieu de promenade apprécié. La pépite, c'est donc ce parc de Jinhui et sa cabane. Et on peut le combiner avec une randonnée sur les sentiers voisins, comme celui du Mont Yushan. Et là, on boucle la boucle. On boucle la boucle. On peut, en une seule journée, passer de la montagne où l'on extrayait la pierre à une zone humide restaurée où l'on célèbre la vie d'une libellule. C'est toute l'histoire de Nairou en une excursion. La pierre, le feu, le charbon, l'architecture et les libellules. Quand on met tous ces récits ensemble, le portrait qui se dessine est celui d'un quartier d'une résilience extraordinaire. Nehayu a fourni les fondations de Taipei, il a maintenu ses traditions vivantes avec une ferveur incroyable, il a survécu à une transition industrielle douloureuse. Et aujourd'hui, il apprend à trouver cet équilibre. Cet équilibre délicat entre le développement et la nature, ce n'est pas juste un parc technologique, c'est un laboratoire vivant où le passé et l'avenir coexistent de manière très très tangible. En explorant les sentiers et les ruelles de Nehayu, finalement, on ne fait pas que regarder des vestiges. On observe peut-être un modèle pour l'avenir de nos villes. Oui, un lieu où chaque pierre, chaque flamme et chaque libellule racontent une histoire de coexistence. Alors que Nairou continue d'écrire sa propre histoire, la question qu'on peut se poser est: comment nos propres villes peuvent-elles apprendre à lire et surtout à valoriser leurs propres strates cachées ?